Bienvenue, chers téléspectateurs, dans un nouvel épisode de votre émission Depuis le Caire. Le thème d'aujourd'hui se rapporte à la crise du passage d'El Galgalat et ses impacts circonstanciels sur la région. Chers téléspectateurs, une grande vague de soutien international a emboîté le pas à l'action du Maroc, qui a libéré le poste frontalier d'El Galgalat, situé entre le Royaume et la Mauritanie, et sécurisé ce passage frontalier en expulsant les milices du Polisario qui se sont infiltrées dans cette zone vers la fin du mois d'octobre dernier. En fait, le Maroc a pris plusieurs mesures pour assurer une libre circulation des personnes et des marchandises, d'une manière naturelle et sans obstacle, dans la région de Galgalat. La sécurisation de ce passage frontalier a vu le jour grâce à une opération militaire dans la zone tampon de Galgalat au Sahara marocain. Rabat a précisé que cette opération avait été effectuée afin de mettre un terme à l'état de blocage créé par les milices du Polisario et pour rétablir la libre circulation civile et commerciale, notamment après que le Polisario et ses milices se soient infiltrés et commis des actes de brigandage et de gangstérisme, entravant la circulation des personnes et des biens sur cet axe. Pour discuter ce sujet et approfondir le débat sur ces différents aspects, je suis honoré d'inviter l'ambassadeur Ahmed Hajjaj, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères pour les affaires africaines. Bonsoir à vous. Je suis également honoré d'inviter Abou El-Fadl Esnaoui, chercheur au Centre des études politiques et stratégiques El Haram. Bonsoir à vous. Monsieur l'ambassadeur, quel regard portez-vous sur le rôle du Maroc et son intervention pour la sécurisation du passage frontalier de Galgalat entre le Maroc et la Mauritanie? En fait, le Maroc est en position de légitime défense. Il a fait montre de beaucoup de patience car les relations économiques et politiques entre le Maroc et la Mauritanie sont très importantes, puisqu'il y avait un afflux de marchandises, de biens et de personnes qui circulent pacifiquement sans aucun obstacle. Soudainement, des membres des milices du Polisario ont bloqué cette route et empêché le passage des camions. Du coup, le Maroc devait intervenir pour résoudre ce problème, d'où la mise en place d'un cordon de sécurité en vue de sécuriser le flux des biens et des personnes à travers cet axe routier. Je pense que le Polisario visait par ces actes à attirer l'attention après avoir perdu beaucoup de soutien international, puisque de nombreux pays africains ont récemment retiré leur reconnaissance du Polisario et ont établi des consulats généraux dans les villes de Laayoune et de Dakhla au Sahara marocain. Le dernier de ces pays africains était le Libéria. Le Polisario voulait attirer l'attention et gagner le soutien international, mais son objectif n'a pas été atteint. Comment voyez-vous le soutien du secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe au Maroc dans cette affaire et le soutien de nombreuses organisations internationales? Oui, tout à fait. Ils ont soutenu les mesures prises par le Maroc. Et ce soutien en soi est une question importante de la part des pays du Golfe et une forme de solidarité avec le peuple et le gouvernement marocain quant aux mesures prises. Cette position n'est pas seulement un soutien moral, mais aussi un soutien politique et diplomatique. L'importance primordiale du passage frontalier de Galgalat entre le Royaume réside dans le volet politique et stratégique. En fait, ce passage est considéré comme un corridor majeur reliant commercialement l'État marocain et les pays de l'Union européenne. Ce passage relie également le Maroc avec les pays africains, notamment l'Afrique de l'Ouest et les pays du Sahel et du Sahara. Le nombre de personnes qui empruntent ce passage quotidiennement dans les deux sens est d'environ 30 000 par jour, du Maroc vers les pays de l'Afrique de l'Ouest et vice-versa. Par conséquent, ce passage est à mon avis un facteur très important de flux commerciaux, surtout que le Maroc se prépare à parachever de grands projets à Laayoune et Dakhla et de mettre en valeur ses nombreuses potentialités liées au domaine maritime. Du coup, le Royaume aura besoin de ce passage des échanges dans cette zone.
Oui, effectivement. Monsieur l'ambassadeur, les pays arabes ont soutenu les mesures prises par le Maroc afin de protéger son territoire et assurer la circulation des biens et des personnes via ce poste frontalier. Quel regard portez-vous sur cette intervention? Ces pays voient que les échanges commerciaux et la création de zones franches entre les pays, au Maroc ou ailleurs, est une question primordiale pour eux. Et donc ils sont préoccupés par l'entrave de tels échanges commerciaux entre l'État du Maroc et la Mauritanie. J'ajoute à ce que mon collègue a mentionné que ce passage permet l'accès à la Mauritanie et à l'Afrique de l'Ouest aussi, puisque le Maroc entretient des relations très fortes avec le Sénégal et tous les pays d'Afrique de l'Ouest, non seulement dans le domaine commercial, mais aussi dans le domaine diplomatique et militaire. Le Royaume a une vision très importante, une vision prioritaire envers ce passage stratégique, et il ne permettra pas de faire obstacle devant cet échange et d'empêcher les flux commerciaux entre le Maroc et les pays voisins. Le blocage de la circulation des échanges à travers les frontières maroco-mauritaniennes et l'atteinte aux vies des chauffeurs marocains, européens et asiatiques par le Front Polisario constituent des actions irresponsables qui montrent le désarroi du Polisario. Je pense que le Front Polisario, comme l'a souligné Monsieur l'ambassadeur, est en état de mort clinique et perd plus que ce qu'il gagne. En fait, depuis 2011, l'État marocain a évolué en ce qui concerne sa politique étrangère flexible, surtout dans la région de l'Afrique de l'Ouest et dans les pays du Sahel et du Sahara, en adoptant ce qu'on appelle une diplomatie populaire, puisque ces actions au niveau officiel ont conduit à un grand soutien en faveur de l'État marocain et en même temps un retrait de la reconnaissance du Polisario. Ce dernier a donc perdu la reconnaissance de 28 pays africains depuis 2011. Et depuis cette date, le Polisario n'a reçu aucun soutien au niveau international, qu'il soit africain ou latino-américain. Donc les actions de la politique étrangère marocaine pendant cette période ont été fructueuses. C'est une politique étrangère calme et souple de l'État marocain qui a infligé des défaites cuisantes aux séparatistes, d'où les provocations du Polisario venues comme une réaction et une requête d'une émergence politique et sociale pour se positionner à l'international. D'autant plus que pendant cette période, il y avait une très grande similitude entre les milices du Polisario et les gangs du crime organisé, et donc l'implantation de nombreux avant-postes terroristes dans la région du Sahel et du Sahara. Et tout enchevêtrement entre ces parties peut certainement menacer la circulation des échanges dans ce corridor et la sécurité régionale des pays du Maghreb. Le Maroc a proposé l'initiative d'autonomie au Sahara marocain. Mais le Front Polisario a pris les armes contre les forces armées royales marocaines, ce qui signifie qu'il a répondu à la paix par des armes. Comment voyez-vous cette réaction ? À mon avis, la position politique marocaine est très claire puisque sur le plan politique, le Maroc a adopté l'initiative d'autonomie sous la souveraineté de l'État marocain. Mais l'objectif algérien, qui est celui du Front Polisario, tend vers le séparatisme. Et il y a un soutien algérien sans limite au Polisario. Oui, effectivement, il y a un soutien clair qui ne date pas d'hier, mais l'État marocain avance sur le chemin de la paix par un développement des provinces du Sud sous la souveraineté marocaine. En fait, le recul du soutien international et surtout africain a entraîné de lourdes pertes au Polisario. C'est ce qui a donné naissance à ce grand mouvement de la part des pays africains et arabes qui s'est traduit par l'ouverture de nombreux consulats généraux au Sahara marocain. 15 consulats africains et un consulat arabe représenté par les Émirats arabes unis. Et ces consulats représentent une reconnaissance claire de la marocanité du Sahara. Monsieur l'ambassadeur, comment voyez-vous l'ouverture d'un certain nombre de consulats généraux africains
dont le dernier était arabe, au Sahara marocain. طبعا هو اللافت للنظر زيادة عدد الدول الأفريقية التي أقامت قنصليات في الدخلة. Le nombre de pays africains qui ont ouvert des consulats à Laayoune et à Dakhla et ont retiré leur reconnaissance du Front Polisario ne cesse d'augmenter. Je me souviens d'un sommet africain au Burkina Faso auquel j'ai assisté dans les années 90. Lors de ce sommet, il y avait une volonté claire de geler l'adhésion du Polisario et mettre fin à son adhésion à l'Organisation de l'Unité africaine. La plupart des pays africains qui avaient précédemment reconnu le Front Polisario ont retiré leur reconnaissance pour geler cette adhésion. Mais malheureusement, ce gel n'a pas réussi parce que l'Organisation de l'Unité africaine dispose de règlements internes pour accepter de nouveaux membres, mais aucune pour le gel de l'adhésion. Mais les Nations Unies et la Ligue arabe n'ont pas reconnu l'adhésion sahraoui. Et cette dernière n'a pas d'entité étatique reconnue dans aucune organisation internationale, ni même au niveau des relations bilatérales. Et comment voyez-vous la violation par le Polisario du cessez-le-feu en réponse à l'initiative de paix lancée par le Maroc? Le Polisario n'a pas répondu aux initiatives marocaines de paix et a décidé d'attirer davantage l'attention par des opérations armées, mais les forces armées royales ont mis fin aux provocations de ces milices. Chers téléspectateurs, nous revenons après une courte pause. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour pour la suite de votre émission. Monsieur l'ambassadeur, comment évaluez-vous le rôle de la diplomatie marocaine dans la gestion de cette crise et la promotion de l'initiative de l'autonomie du Sahara marocain? En fait, la diplomatie marocaine se caractérise par une grande efficacité. Elle est calme et agit discrètement, atteignant directement l'objectif tracé. J'ai eu d'excellentes relations avec des ambassadeurs marocains à New York au siège des Nations Unies ou dans plusieurs pays africains ou même à Addis Abeba. Vous êtes l'un des diplomates égyptiens les plus chevronnés au niveau arabe et africain. Merci infiniment. La diplomatie marocaine a réussi à persuader plus de la moitié des membres de l'Union africaine ou de l'Organisation de l'Unité africaine de retirer la reconnaissance de cette entité fantomatique du Polisario et de soutenir la proposition marocaine concernant l'initiative d'autonomie, ce qui prouve et confirme l'efficacité de la diplomatie marocaine. Oui, cette diplomatie a accompli de nombreux exploits. Docteur Abou Fadal, l'armée marocaine a précisé que l'opération sécuritaire avait réussi, la mise en place d'un cordon de sécurité en vue de sécuriser le flux des biens et des personnes dans la zone de Guelguelet, reliant le Maroc à la Mauritanie. Comment voyez-vous cette action? Écoutez, cette action marocaine était fondamentalement une opération pacifique et il n'y a pas eu de victimes. Non, pas du tout, il n'y a pas eu de victimes. De plus, le fait que les milices du Polisario portaient des vêtements civils vise, à mon avis, à commettre des activités criminelles et peut avoir des liens, comme je l'ai dit, avec des groupes des zones instables dans la région du Sahel et du Sahara. D'autant plus que les sources de financement du terrorisme commencent à tarir maintenant. Ainsi, laisser ces milices terroristes émerger dans cette région peut l'affecter et permettre l'instauration de relations entre ces milices et les organisations terroristes armées, ce qui représente une menace stratégique pour la sécurité nationale marocaine.
Il faut noter que l'intervention des forces armées royales marocaines était dans le cadre d'une opération visant à reprendre le trafic commercial dans la région, puisqu'environ 200 camions ont été bloqués pendant une période de 3 semaines. Et peut-être ceci a pu se répéter plusieurs fois, mais cette fois il a fallu réagir. D'autant plus que les Nations Unies ont tardé à réagir à cette crise et par conséquent, l'armée marocaine a été dans l'obligation d'assumer ses responsabilités, ce qui a conduit à un changement de stratégie dans la région. Cette région est devenue donc complètement libérée et nettoyée grâce à cette intervention marocaine. Et aujourd'hui, le trafic connaît un flux libre et important. Monsieur l'ambassadeur, le Polisario a mené un chantage politique continu dans la zone tampon, en faisant obstacle à la circulation des transports depuis 2016. C'est une politique erronée qui perturbe les intérêts des commerçants marocains et elle perturbe également le transport qui se déroulait pacifiquement. En fait, le peuple marocain est de plus en plus solidaire avec son gouvernement quant à toutes les mesures qu'il a prises. Et je pense que le peuple marocain est content de l'exploit des forces armées royales en reprenant le contrôle du passage frontalier et la reprise du flux de camions et de personnes à nouveau, non seulement vers la Mauritanie, mais aussi vers tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, du Sahel et du Sahara. Le Maroc vise à préserver le cessez-le-feu en empêchant les provocations et les incursions illégales du Polisario. Je pense que le Polisario visait à ce que le Maroc mène des opérations militaires. Il voulait qu'éclatent des fusillades afin d'obtenir un soutien international, être de ce fait reconnu pour exister sur la scène internationale. Mais à mon avis, cette entité fantomatique a échoué parce que l'armée marocaine a fait montre de sérénité tout en agissant pacifiquement et rapidement. Docteur Abou El-Fadl, la diplomatie marocaine a remporté des victoires et des exploits à l'extérieur sans précédent, surtout après le retour du Maroc à l'Union africaine, ce qui soutient sa position sur le Sahara marocain. Avec le retour du royaume au sein de l'Union africaine, la politique étrangère du Maroc a complètement changé. Et comme nous l'avons déjà dit, la politique marocaine s'est orientée cette fois-ci vers 2 directions. La première concerne la diplomatie officielle représentée par l'État sous la présidence de Sa Majesté, et il y a aussi une diplomatie informelle. L'État marocain a pu changer ses stratégies et ainsi créer une concurrence très forte avec l'autre pays concurrent dans cette région. L'État du Maroc a du coup réalisé des avancées de taille grâce à la concurrence maroco-algérienne dans la région africaine. Le royaume a su bouleverser la donne. Sur ce point, je rappelle que la diplomatie marocaine a réussi et ne s'est pas limitée au soutien de l'Afrique, mais s'est déplacée en Amérique latine et dans d'autres régions qui soutenaient le Polisario. En fait, la diplomatie marocaine est devenue plus cohérente. Et aujourd'hui, permettez-moi de souligner que même la récente position française et espagnole concernant la crise de Guergueras est restée en faveur du Maroc, puisque la déclaration claire qui a été confirmée par les ministères des Affaires étrangères français et espagnol a souligné la nécessité de respecter l'accord de cessez-le-feu, et ce principe en lui-même renvoie à une position contraire à l'annonce du Front Polisario concernant l'annulation de cet accord. Donc, les positions de l'Espagne et de la France soutenaient la nécessité de revenir à la situation de 1991. Monsieur l'ambassadeur, le retour du Maroc au sein de l'Union africaine lui a permis de corriger de nombreuses erreurs et de mettre à mal les positions du Polisario qui remontent à l'époque de la guerre froide. C'est ce qui a mené la famille africaine, lors de la réunion de Nouakchott en juillet 2018,
a opté pour le soutien et l'accompagnement des efforts des Nations Unies, car l'ONU a la compétence exclusive sur le différend du Sahara marocain. Comment voyez-vous cela, vous qui avez beaucoup travaillé en Afrique? Même après le retrait du Maroc de l'Union africaine pour protester contre l'adhésion du Front Polisario à l'Organisation de l'Unité africaine, l'activité du Maroc en Afrique ne s'est jamais arrêtée. Tout au contraire, elle s'est développée au niveau des relations bilatérales et des entités économiques dans le continent. La diplomatie marocaine a ainsi pu créer l'environnement pour regagner l'Union africaine et persuader la majorité des pays de l'Union de changer leur position. Ainsi, ces pays ont retiré leur reconnaissance du Polisario et ont soutenu l'initiative marocaine. La diplomatie marocaine ne s'est pas arrêtée là, mais a pu se doter d'une autre aile. Nous avons constaté que l'Union africaine n'avait pris aucune initiative particulière concernant le différend du Sahara marocain, mais avait plutôt laissé la question principalement aux Nations Unies. Il y avait des tentatives pour exhorter l'Union africaine à prendre des décisions et dénoncer cette situation, mais cette question n'a pas reçu le soutien d'un certain nombre d'États membres de l'Union africaine. Pensez-vous que l'ouverture récente d'un certain nombre de consulats généraux de pays africains et arabes a ébranlé la position du Polisario? D'autant que le Maroc a établi d'énormes partenariats stratégiques et économiques qui concernent les provinces du Sud dans le cadre d'une stratégie de développement social, économique et culturel au Sahara marocain. Permettez-moi de souligner que les provocations des milices du Polisario sont intervenues après les succès réalisés par le Royaume du Maroc dans la région du Sahara. Et ce développement concerne la dimension économique et commerciale dans une région d'une importance cruciale. À mon avis, les démarches du Polisario sont une réponse aux réalisations et exploits de l'État marocain dans cette région, puisque ces ouvertures de consulats dans les provinces du Sud représentent une reconnaissance officielle et explicite de la marocanité du Sahara. Cette région constituera une structure sociale et économique importante pour l'État du Maroc. Elle fera également partie de la sécurité économique pour tout ce qui touche à la région ouest africaine, d'autant plus que l'Afrique de l'Ouest est liée à cette région, notamment en raison de l'existence du danger djihadiste. Le soutien économique dans cette région est important, d'autant plus que ces zones sont exposées aux dangers de Daesh et d'Al-Qaïda. Et du fait de ces facteurs, l'État marocain développe une région stratégique qui compte de nombreux ports, notamment le port de Laayoune et de Dakhla, des ports qui représentent un véritable levier économique et commercial pour l'État du Maroc. Monsieur l'ambassadeur, avant de conclure cet épisode, les rapports affirment que l'éclatement du Polisario est le fruit du retrait croissant de la reconnaissance des États de cette république fantomatique et la consolidation de l'initiative du Maroc pour l'autonomie des provinces du Sud, sous la souveraineté marocaine, en tant que solution politique pacifique, réaliste et consensuelle. En fait, le Maroc a présenté une initiative pour accorder à ces provinces une certaine autonomie, comme celle de l'Espagne en Catalogne, aux îles Canaries en Andalousie, car ces régions jouissent d'une sorte d'autonomie sous la souveraineté du royaume et du gouvernement espagnol. Avec cette idée d'autonomie, le Maroc a pu supprimer certaines voix au sein de l'Union européenne qui comptaient donner plus de poids au Polisario. À la fin de cet épisode, nous ne pouvons qu'exprimer nos sincères remerciements
à l'ambassadeur Ahmed Hajjaj, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères pour les affaires africaines. Merci beaucoup à vous. Nous remercions également sincèrement M. Abou Al-Fadr Esnaoui, l'expert au Centre des études politiques et stratégiques d'Al-Aram. Merci à vous, chers téléspectateurs. Notre rendez-vous se renouvelle la semaine prochaine. À bientôt.